Barthes, ils sont nombreux ceux qui affirment qu'il est difficile de vous situer. Sans doute, la preuve est-elle ainsi faite que vous êtes contre les idées reçues. On peut dire, en se méfiant toutefois des étiquettes, que vous êtes sociologue, écrivain, professeur, critique, sémiologue. Il y a chez vous, de cela je suis sûr, unité de préoccupation. Il y a aussi, et cela se voit, cela se lit, rigueur dans la démarche. Depuis 1953, vous me corrigez si je me trompe, depuis 1953, depuis votre première œuvre, Le degré zéro de l'écriture, vous aurez tenu tous les rôles de la curiosité. Alors, quelle puissance accordez-vous à l'acte d'écrire ? Oh, j'accorde une puissance énorme à l'acte d'écrire, mais comme toujours, l'acte d'écrire peut prendre différents masques, différentes valeurs. Il y a des moments où on écrit parce qu'on pense participer à un combat, ça a été le cas, disons, dans les débuts de ma carrière d'écrivain ou d'écrivant. Et puis peu à peu se dégage finalement la vérité, une vérité plus nue, si je puis dire, c'est qu'on écrit parce que au fond on aime cela et parce que ça fait plaisir. C'est donc finalement pour un motif de jouissance qu'on écrit, ce qui ne veut pas dire que dans cet acte de jouissance on ne rencontre pas d'autres motivations et disons qu'on ne rencontre pas d'autres débats et qu'on ne rencontre pas tout simplement les autres. Mais l'acte d'écrire est-il le prolongement de l'acte de penser ? Ah, non seulement le prolongement, mais peut-être même il n'en est pas séparable. Peut-être que la question que vous posez est très, très importante, ça serait assez compliqué d'y répondre, mais d'abord nous savons bien qu'en fait on pense toujours avec du langage, qu'on pense en parlant, qu'on parle en pensant, qu'il n'y a pas de pensée préalable au langage qui est en nous. Finalement, et par conséquent, et en plus, dans certains cas, comme le mien, penser est immédiatement lié à une forme que si je puis dire, je visualise déjà comme une forme écrite, voyez-vous. C'est, au fond, j'ai tendance, et c'est peut-être un peu ambigu, mais j'ai tendance à penser par phrase, disons, et non pas à penser par pensée. Et c'est en cela que peut-être ma situation est un peu difficile à repérer. Je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas un penseur, je ne suis pas non plus peut-être tout à fait un écrivain comme on l'entendait il y a 50 ans. Je vais de la pensée à la phrase et réciproquement. Et c'est cela qui est un peu difficile à situer peut-être. Pourquoi à ce point avoir voulu réhabiliter le lecteur ? Ah, mais ça, c'est parce que, d'abord, il y avait une tâche historique à accomplir. Vous savez que notre histoire de la littérature, la façon dont on a parlé de la littérature depuis au moins 100 ans ou 150 ans, était une façon qui privilégiait beaucoup l'écrivain. Toutes les histoires de la littérature sont l'histoire des écrivains, des écoles. Et on ne pensait jamais au lecteur. La lecture n'était pas un niveau auquel on s'intéressait quand on faisait une théorie de la littérature. Alors, il est nécessaire maintenant d'associer le lecteur à la jouissance d'écrire. Il n'y a pas de jouissance d'écrire sans jouissance de lire. Les deux se compénètrent en quelque sorte. Et par conséquent, s'il y a une sorte de nouvelle théorie de la littérature qui s'ébauche, elle doit tenir compte du lecteur, certainement. C'est vous, Roland Barthes, qui rappelez ce mot de Bachelard, les écrivains sont seulement lus. Alors on pourrait poser la question, les écrivains ont-ils existé ? Les écrivains ont-ils existé ? Oui, parce que tout de même, finalement, on les lit encore maintenant. On les lit à travers des éclairages historiques très différents. Ils n'ont jamais toujours le même sens. Et c'est comme ça que l'histoire marche, en quelque sorte. Vous avez dit un jour que la littérature allait à sa perte. C'était un mot, ou bien vous le pensez vraiment ? Ou peut-être y a-t-il une nouvelle, une anti-littérature, une contre-littérature ? C'est-à-dire la littérature avec un grand L, n'est-ce pas, ça a été pendant très longtemps une véritable institution, ça faisait partie des institutions de la société. Alors je crois que cet aspect institutionnel de la littérature est tout de même en train, sinon de disparaître, tout au moins de se modifier profondément. La preuve, c'est qu'actuellement, voyez-vous, en 75, je pense que vous serez d'accord avec moi, il n'y a plus, disons, ce qu'on appelait autrefois de grands écrivains.
il n'y a plus de grands écrivains. Entre les deux guerres, moi, quand j'étais adolescent, il y avait des grands leaders de la littérature. Pour vous, il y avait Proust. Oui, il y avait Proust, encore qu'il était mort, disons, au moment où je suis devenu adolescent, mais il y avait des gens comme Gide, Claudel, Valéry, Malraux. C'était de très grands noms qui polarisaient toute une activité, toute une séduction culturelle. Or, maintenant, il faut bien reconnaître que ça n'existe plus. Il y a des intellectuels, il y a des professeurs, il y a des gens qui écrivent, mais selon un statut souvent un peu honteux, et cela désigne l'espèce de force qui mine l'institution littéraire, certainement. François Mauriac était-il le dernier, alors? Ou le reconnaissez-vous comme en un tel? sens, oui, c'était l'un des derniers de ces grands leaders dont je parlais. Il y a un homme qui fait la charnière, si vous voulez, et qui se situe justement au point de désagrégation de la littérature, de désagrégation historique de la littérature, c'est Sartre. Parce qu'au fond, il a tenu et il tient encore cette sorte de leadership de la culture et de la littérature, mais comme précisément son œuvre même se définit comme une destruction du semblant littéraire, de la pose littéraire, par là même, il a contribué puissamment à la destruction du mythe littéraire. Roland Barthes, dans le monde des jeunes, vous jouissez d'une notoriété considérable. Et vous le savez aussi, on écrit beaucoup sur vous. Alors, cette notoriété, la méritez-vous? Et savez-vous pourquoi vous êtes à ce point célèbre parmi ces jeunes? Certains m'ont dit, et je me suis promené souvent dans les universités, certains m'ont dit, il a l'importance qu'avait Sartre à un moment, le fameux moment du quartier latin. Non, je ne crois pas du tout ça. Mais ça sur ce point-là, je récuserai tout à fait cette impression. Mais je répondrai d'une façon un peu normande, puisque je suis né à Cherbourg, comme vous le savez, que il est très difficile pour soi-même d'évaluer l'image qu'on a dans un public. C'est une chose extrêmement difficile. Comment est-ce qu'on la connaîtrait? On ne sait pas très bien, n'est-ce pas? On voit des gens qui vous parlent de vous, mais ce sont toujours des individualités, des amis. Et par conséquent, il est très difficile d'accéder soi-même aux phénomènes vaguement sociologiques qu'on peut représenter dans une société. Et d'une manière générale, je dirais que pour cela, je suis très philosophe, je ne m'en préoccupe pas trop. J'essaye de ne pas m'intéresser trop à mon image, disons. Vous êtes le fondateur de la sémiologie, donc c'est la science des signes. Et oui, je ne suis pas vraiment le seul fondateur. On ne peut pas fonder soi tout seul une science. D'ailleurs, ça n'est peut-être pas encore une science. Pour que ça devienne vraiment une science, il faudrait qu'elle s'enseigne d'une façon très régulière dans les universités, dans les facultés. Je la pratique, disons, ou je l'ai pratiquée, mais je suis moi-même, vous savez, à l'école des hautes études, qui n'est pas véritablement une université, qui est tout de même un institut d'enseignement de recherche, c'est déjà très particulier. Donc j'essaye de chercher, de pratiquer, mais pas d'enseigner véritablement. Quelle est votre réflexion sur le statut du signe? D'abord, le signe, qu'est-ce que c'est? Le signe, c'est un objet historique, c'est-à-dire que au fond, le signe, c'est une sorte de notion qui est apparue dans notre civilisation occidentale. Je m'excuse d'être peut-être un peu pédant, mais je le dis en un mot, qui est apparue dans notre civilisation occidentale au moment des stoïciens, dans l'Antiquité, qui a ensuite traversé toute une carrière de définitions variées, qui a eu beaucoup d'importance au Moyen-Âge, et qui maintenant, cette notion a repris vie, a repris intérêt à travers les recherches de la linguistique récente. De la linguistique structurale, disons. Alors, il y a eu la sémiologie, c'est donné d'abord justement comme une science qui analysait les signes, et autant que possible, car ça, il faut le redire, au sein de la vie sociale, n'est-ce pas, sans séparer le signe de son impact social, de son existence sociale. Et alors à ce moment-là, il y a eu toute une série d'analyses conceptuelles pour définir les parties, les éléments du signe, le jeu du signe quand il est à côté d'autres signes, etc. Enfin, toute une science, ou en tout cas tout un discours sur le signe est né. Mais comme toujours en France, les choses vont très vite. Vous savez que l'histoire intellectuelle française est toujours très rapide, assez emportée, parfois avec injustice même. Et cette sémiologie-là a évolué parce qu'elle s'est pénétrée d'une façon d'ailleurs très heureuse
disons, de mouvements de pensée qui l'environnaient, par exemple la critique marxiste ou la psychanalyse, et par conséquent, la sémiologie est d'une certaine façon en train d'éclater, ou en tout cas d'essaimer dans d'autres types de recherches. Quelqu'un qui aurait oublié de lire ou qui aurait oublié de penser qu'ils ont existé, et je pense à Marx et à Freud, serait ignorant de tout. Oh, absolument pas. C'est au contraire d'eux qu'on continue à apprendre, simplement. Vous savez, l'histoire intellectuelle, c'est du moins mon point de vue, c'est une sorte de... une succession de vagues successives de langages différents, si vous voulez. Or, en fait, à la fois Marx et Freud ont posé une sorte de rupture dans le langage occidental, rupture de laquelle nous sommes entièrement tributaires encore. Nous n'avons pas fait de mutation depuis ce temps-là. Nous sommes encore dans ce qu'on appelle noblement l'épistémologie marxienne ou marxiste et freudienne. Simplement, d'autres langages s'essayent sur un matériel et sur un type de pensée que Marx et Freud ont installé dans la recherche occidentale. Et Roland Barthes, votre itinéraire est celui d'un humaniste ou celui d'un intellectuel? Vous vous méfiez beaucoup du mot intellectuel, d'ailleurs. Non, je veux dire que je ne m'en fais... Vous savez, je m'en méfie pas quand on attaque les intellectuels. À ce moment-là, je me sens absolument solidaire des intellectuels et je suis un intellectuel. Je pense que les procès qu'on fait à l'intellectualisme sont des procès, si vous me permettez, bidons. Ce sont des procès purement mythologiques qui n'ont pas de réalité et qui n'analysent pas en finesse ce que peut être la place, d'ailleurs souvent difficile, de l'intellectuel dans la société actuelle, n'est-ce pas ? Alors, est-ce que je suis un intellectuel? Oui, sûrement, je suis un intellectuel, mais de plus qui essaye de travailler avec et dans sa langue, n'est-ce pas? Et non pas dans une pensée extérieure à sa langue. C'est un peu ce que nous disions au début. Toute phrase est un engagement et tout discours est un engagement historique. C'est vous qui le dites. Oui, je l'ai dit et je le pense toujours. C'est pour ça qu'il est toujours. C'est pour ça que la jouissance d'écrire, à laquelle je faisais allusion au début, est une jouissance qui est toujours dangereuse parce qu'elle est pénétrée de responsabilité. Ce n'est pas une jouissance purement gratuite. Ce qu'on écrit a des incidences et par conséquent, on est responsable de ce qu'on écrit et on est même responsable de la forme dans laquelle on l'écrit. Alors il y a ces deux aspects, enfin jouissance et responsabilité. Quelle base de connaissances faut-il pour déchiffrer, comme vous le faites, les mythologies? Oh non, là il faut je dirais il faut simplement ce que j'ai appelé à un certain moment le réflexe structural que certains êtres ont, que d'autres n'ont pas, et ça n'est pas du tout, comment dirais-je, un privilège de l'avoir. Il faut percevoir les phénomènes sociaux ou les phénomènes idéologiques sous l'aspect du sens, de cette espèce de déclic du sens qu'ils possèdent. Alors à ce moment-là, on déchiffre, mais on déchiffre, vous savez, en fait, avec beaucoup d'intuition, avec beaucoup de passion aussi, en mettant dans ce déchiffrement ses propres valeurs. Enfin, il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Avez-vous l'impression d'être en avance sur votre temps? Oh non, pas du tout. J'ai l'impression, si vous voulez... D'être compris? Alors, oui, d'un certain public, certainement. N'est-ce pas ? Je vis profondément dans la pensée, dans la sensibilité que la société actuelle pratique des langages divisés. Il y a une division des langages. Nous parlons une langue commune, effectivement, qui est le français, mais si on passe au niveau de ce qu'on appelle les discours, qui sont faits avec de la langue, mais qui ne sont pas seulement de la langue, à ce moment-là, les discours sont divisés, et à travers ce médium commun qui est la langue française, en réalité, il y a des langages très différents qui ne communiquent pas bien. Et personnellement, je suis très sensible à cette division des langages dans notre société. Je sais que j'occupe un canton très particulier du langage français et je sais par conséquent que je connais mes limites qui sont des limites à la fois historiques et sociales. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un certain public. On parlera toujours de cette manière, certain public.
Faire des catégories de public. Il y aura le public, le grand public, un certain public. Eh bien, bon, vous pointez là l'un des grands problèmes de notre civilisation, car effectivement, notre société est divisée. Il y a encore une division des classes dans notre société, et par là même, il y a une division des langages, n'est-ce pas? Même si les langages sociaux ne reflètent pas simplement et facilement la division des classes. Alors, imaginez qu'il y aura une société où il y aurait une sorte de langage unitaire et homogène, ça reste encore de l'ordre de l'utopie. Peut-être ça n'est pas d'ailleurs absolument souhaitable. Peut-être qu'au contraire, l'utopie, ça serait d'imaginer une société où des langages extrêmement différents coexisteraient, mais sans agression, sans agressivité les uns par rapport aux autres. Alors qu'êtes-vous? Un éveilleur d'idées, un prometteur de sciences nouvelles, comme disait quelqu'un? Bien, vous savez, ça serait beaucoup de prétention de se reconnaître dans ces formules. La question qui je suis, en réalité, moi, je ne peux pas la poser. Ne croyez pas que ce soit une dérobade. Je ne peux pas la poser. C'est aux autres, c'est à l'autre à dire qui je suis. C'est lui qui a la parole sur moi, ça n'est pas vraiment moi. La parole que je peux tenir sur moi sera toujours, quelque effort que je fasse, une parole factice, en quelque sorte. Alors, lorsque vous écrivez Roland Barthes par Roland Barthes, et c'est un livre qui paraît aux éditions du Seuil, vous posez quand même une question et vous attendez que le lecteur réponde. Oui, exactement. Je lui offre un certain nombre de propositions, d'apparence, de fiction, d'analyse, mais c'est évidemment à lui à compléter par sa lecture, à entraîner ses propositions dans sa lecture, et donc à trouver lui-même les adjectifs qu'il veut en quelque sorte poser sur ce livre. Oui, mais si vous écrivez Roland Barthes par Roland Barthes, c'est que, en fait, vous vous méfiez un peu des autres, parce qu'on a beaucoup écrit sur vous. Vous voulez faire le point. Ça serait le cas si je pensais avoir dit ou avoir voulu dire la vérité sur moi. Mais ça n'est pas du tout le cas. J'ai essayé de montrer justement que ce que je voulais faire, c'était de décrire ce que j'appelle un imaginaire d'écriture, c'est-à-dire une façon quasi romanesque de se vivre comme un personnage intellectuel dans la fiction, n'est-ce pas, dans l'illusion et nullement dans la vérité. Par conséquent, je ne pense pas qu'en écrivant sur moi, j'ai pris la place d'aucun critique en réalité. Non, d'ailleurs, vous prenez des précautions et vous vous méfiez même un peu de vous parce qu'il y a cette phrase « Tout ceci doit être considéré comme dit par un personnage de roman ». Oui, c'est très Donc exact, on peut considérer qu'à certains moments, vous dites des choses vraies, mais vous pouvez inventer. Oui, c'est l'imaginaire. Exactement, c'est ça, c'est l'imaginaire. Vous le dites d'ailleurs, écrire sur soi, c'est simple comme une idée de suicide. Oui, parce que quand on écrit... C'est simple, l'idée de suicide? Oh, je crois que l'idée de suicide est très simple. L'idée de suicide est une idée extrêmement simple. Elle peut vous venir à tout instant, pour un rien, pour un petit échec, on peut avoir une idée de suicide. L'acte de suicide, c'est autre chose, n'est-ce pas? Et écrire sur soi, oui, c'est un peu comme une idée de suicide parce que on est terrorisé par justement le risque que ça comporte. Le risque d'image, le risque d'infatuation, le risque de narcissisme, le risque d'égotisme que ça peut comporter. Vous avez fait des études, une licence de lettres, et on peut penser, lorsqu'on vous écoute, lorsqu'on vous lit, lorsqu'on vous sait, que vous êtes allé bien au-delà de ces études. Mais vous dites également, je peux dire que je n'ai pas lu Hegel et j'en suis pas malade, il faut avoir la... Je n'ai pas dit que je ne l'avais pas lu. Oui, on peut le dire. J'ai dit qu'on peut le dire, effectivement. Oui, parce qu'effectivement, vous savez, nous sommes dans un monde culturel, je parle en tout cas du milieu intellectuel, où il y a un immense, ce qu'on appelle un surmoi, une contrainte, n'est-ce pas? On est obligé, on se croit obligé de lire certains livres et on se sentirait très coupable si on ne les avait pas lus. Alors j'ai voulu un peu réagir contre cette sorte de contrainte et expliquer d'ailleurs que très souvent nous connaissons des livres sans vraiment les avoir lus. Il y a une espèce d'osmose culturelle qui se produit et il ne faut pas être esclave de la lecture littérale d'un livre. Un livre a une autre vie aussi que la vie de la lettre. Il vient dans les conversations, dans les réactions des amis et c'est une façon d'exister pour le livre aussi.